Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pépites Vertes, l'émission qui donne la parole aux jeunes professionnels engagés pour la transition écologique. Aujourd'hui, je suis rendue à Aix dans le cadre de la série spéciale avec 20 minutes pour donner la parole à une nouvelle pépite verte qui s'appelle Solène. Elle a 24 ans et elle travaille à l'Office français de la biodiversité, qui est le lieu qui va nous accueillir. Je vous propose tout de suite de découvrir notre entretien. J'avais presque... Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voie? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pépites Vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai. C'est vrai. Bonjour Solène. Bonjour. Solène, tu as 24 ans et tu travailles à l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Et on va avoir la chance, pendant la demi-heure qui nous attend, de pouvoir discuter de différentes thématiques, évidemment biodiversité, mais aussi de pouvoir explorer ton parcours, tes formations, ton métier, et puis d'ouvrir la discussion sur les enjeux aujourd'hui de la biodiversité et tout ce que ça englobe dans sa globalité. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour cette introduction? Est-ce que tu veux dire un petit mot de bonjour, bienvenue, saluer ta famille qui te regarde peut-être? Bonjour à tous et à toutes. Oui, du coup, je peux me présenter en deux mots. Voilà, Solène, 24 ans. Je travaille à l'Office français de la biodiversité et c'est un établissement public qui dépend du ministère de la Transition écologique et c'est mon premier emploi. D'accord. Voilà. Bon, n'en dis pas trop parce que sinon tu spoils sur les parties d'après. On y va, on fait un clap pour lancer la partie 1 et repartir sur ton parcours. Ton parcours, Solène, commence toujours par une question qui est devenue un petit peu classique aux Pépites Vertes. Retour sur les bancs du bac. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et c'est quoi le plan à ce moment-là? En terminale, après le bac, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? En fait, je ne voulais pas forcément sauver la planète à cette époque. Mais voilà, je voulais surtout étudier des domaines qui m'intéressaient vraiment. Ouais. Et donc, j'étais intéressée par tout ce qui était géographie. Un peu, vous voyez l'émission Les Dessous des cartes. Ouais. Ça m'intéressait trop. Du coup, j'ai vu une double licence qui me paraissait intéressante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'était une double licence de géographie et économie. Ouais. Et donc, je me suis dit, allons-y. Mais à savoir que je n'étais pas spécialement sensibilisée à l'environnement à cette époque-là. Pas plus, enfin j'aimais bien, mais pas plus que ça. Qu'est-ce qui t'a emmené du coup? Donc tu fais cette première licence, donc c'est 3 ans à la fac, puis tu dois choisir ton master 1. Et là, qu'est-ce que tu choisis et pourquoi? Alors je choisis un master 1 économie de l'environnement. D'accord. Parce que j'aimais bien l'économie, c'était ludique pour moi, c'était assez simple. Enfin j'aimais bien tout ce qui était calcul et tout, et en même temps environnement parce que pour moi l'économie prenait un sens et était utile quand même à la société. C'est là, en fait, le sens, s'est développé progressivement. Ouais. Et du coup, j'ai fait ce Master 1 et ensuite, j'ai poursuivi avec un Master 2 en développement durable. J'ai un peu abandonné l'économie. Et après ce Master 2, j'ai fait un stage. Donc, c'est mon seul stage puisque j'ai fait les cursus universitaires, ils ne sont pas très professionnalisants. Mais, et ce stage, c'était dans le domaine de l'eau. Ouais. Voilà. Et aussi, après, j'ai fait un service civique. Et c'est au moment de chercher mon stage et ensuite, après le stage, au moment de chercher mon emploi sur Réseauti, après m'être inscrite à Pôle emploi, que je découvre un peu ce que je peux faire, quels sont les métiers auxquels je peux prétendre. Ouais. Puisque, évidemment, avant, je ne le savais pas. Donc, j'ai passé un peu si on revient un petit peu sur du coup, tes 5 ans de formation plutôt universitaire, pour les gens qui peuvent être intéressés par ce genre de formation, est-ce que tu peux dire un peu ce qu'il y a dans le contenu, des cours, etc. La double licence, alors en géographie, on a des cursus aménagés, on n'a pas tous les cours d'économie, on n'a pas tous les cours de géographie. Donc ça, c'est bien, parce que finalement, c'est très faisable. Ouais. Et alors en géographie, c'est très large, il y a de la cartographie, donc avec des outils sur l'ordi et tout, c'est super, enfin moi j'aime bien. Il y a de la géographie, des géophysiques, plus tout ce qui est géologie, climatologie, hydrologie, et puis il y a tout ce qui est aménagement et urbanisme. Et puis aussi de la géographie du développement, ça j'aimais beaucoup.
Donc on va parler de Chine, on va parler d'Afrique. D'accord. Voilà. Ok, très cool. Bon, mais du coup, on a vu les différentes étapes de ton parcours et au Pépites Vertes, ce qu'on aime surtout, c'est bien comprendre les nouveaux métiers et les nouvelles compétences qui vont avec. Du coup, de manière assez curieuse, j'aimerais bien qu'on saute maintenant dans la partie 2 pour pouvoir vraiment comprendre ce que tu fais aujourd'hui à l'OFB, comment tu en es arrivé là et découvrir un peu le monde fabuleux de ta vie de job, de premier job de Pépites Vertes. Ça te va? Oui, ça me va. Ok. Partie 2. On va parler de ton métier. Tu trouves ton job sur Réseauti, qui est donc une plateforme qui permet de référencer plein de métiers engagés. Et on en parlait toutes les deux. Tu m'as dit, pour moi, c'était un peu la première fois que je voyais une liste de plein de métiers engagés. Et donc, tu es prise à l'OFB, donc Office français de la biodiversité. C'est quoi l'OFB? Quelles sont ses missions? Alors, l'OFB, c'est un établissement public qui dépend du ministère de la Transition écologique et il est organisé, sa mission, c'est la préservation de la biodiversité. Donc, il est organisé en direction, il y a une direction nationale, des directions régionales. D'accord. Et dans les directions régionales, des services départementaux. Du coup, on a une bonne couverture du territoire pour préserver la biodiversité en faisant de la connaissance. Donc, on a des experts qui ont des expertises très précises sur les milieux aquatiques, sur la biodiversité des milieux aquatiques, terrestres et marines. Ouais. On a aussi des policiers de l'environnement, des gestionnaires d'espaces naturels, d'espaces donc menacés et à protéger. Et on a comme moi des animateurs qui font de l'animation territoriale, de la mobilisation territoriale. Là, ça ne dit pas grand-chose ce nom-là. Mais... Ouais, on va peut-être devoir préciser un peu pense. En quoi ça consiste ton job d'animatrice. Quel genre d'acteur tu coordonnes déjà? Quel genre d'acteur Moi, je suis à l'échelle régionale, donc j'essaye de coordonner les services de l'État, les établissements publics. Il y a des associations comme le Conservatoire d'espaces naturels, par exemple. Il y a les collectivités territoriales comme la région. Ouais. Est-ce que tu parles directement avec des élus ou tu es plutôt avec des gens qui travaillent dans l'administration? Alors, pas encore. Non, mais ça va venir. C'est en deuxième phase. D'accord. Pour l'instant, on se coordonne entre techniciens au niveau régional, des administrations et tout. Et après, le but, c'est de parler d'une voix coordonnée sur le terrain aux élus. D'accord. Pour pas qu'on soit 10 à venir leur dire la même chose ou même des choses différentes. On aura l'occasion de parler de ton sujet de prédilection dans la partie 3, que tu peux quand même nous présenter. Alors moi, mon sujet, c'est les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc la définition, c'est des actions de préservation, de gestion durable et de restauration des écosystèmes qui visent à adapter les territoires au changement climatique. Et tout cela en créant de la biodiversité. Et donc un exemple concret, c'est par exemple la restauration de zones humides. Les zones humides, c'est des étangs, des marais, etc. Et on a vu qu'ils avaient deux fonctions, une pour la biodiversité et une pour prévenir les inondations. Parce qu'en fait, en restaurant une zone humide, ça fait ce que tu disais, un espèce d'éponge, c'est ça? C'est ça. Donc en gros, ça va capter l'eau de pluie en surplus, quand il y a trop de pluie, et ça va éviter que ça inonde en aval les villes où il y a des enjeux humains, comme Nice par exemple. On va en amont de Nice créer le plus possible de zones humides et qui vont stocker l'eau pour nous moins cher que si on faisait des gros bassins de rétention en béton. Plus cher du coup et moins efficace et moins naturel. Ça va, si je me souviens bien de ce que j'avais suivi, parfois à l'encontre de projets de construction qui veulent construire sur des zones humides qui existent déjà, c'est ça? Exactement. Donc toi, tu dois coordonner avant de restaurer. Oui. On essaye de ne pas détruire la nature avant d'en remettre. Donc il faut limiter l'urbanisation. C'est sûr. Sur ce genre de zone en particulier et plus largement sur tout ce qui a de la biodiversité. Voilà. Bon, on ira plus loin sur la biodiversité et ses enjeux après, mais je voulais quand même qu'on précise ton sujet de prédilection pour pouvoir comprendre la fameuse journée type de Pépites Vertes. En quoi ça consiste? C'est maintenant. Bon, alors, je me lève. Non, je détaille peut-être pas tout ce que je fais en me levant, mais oui, en gros, une journée type, ce qui est bien dans mon métier, c'est que je m'ennuie jamais. J'ai plein de choses différentes à faire. Et aussi, j'apprends de nouvelles choses tous les jours. Donc, par exemple, je me lève et je vais me former une petite heure sur un nouveau sujet, sur le sylvopastoralisme, par exemple. Donc, je vais monter en compétences. Je vais faire une petite veille de tous les appels à projets qui sortent et qui seront utiles à mes partenaires, par exemple, qui dit appel à projet dit financement et tout.
Et je vais partager cette veille et toutes ces informations avec mes homologues qui travaillent comme moi dans des régions différentes. Ensuite, je vais passer des coups de fil, par exemple, à la mairie de Bastia, qui a un projet de préservation de la nature en ville. Et on essaye de définir ensemble ce qu'on va pouvoir faire pour aider, pour améliorer son projet. Où je peux aussi moi-même donc aller sur le terrain. Enfin oui, d'ailleurs, sur la mairie de Bastia, j'ai prévu d'aller une semaine en Corse. Enfin, vraiment, l'idée, c'est vraiment de les rencontrer, d'aller sur le terrain. Ouais. Donc c'est ça qui est chouette aussi dans ce métier. Par exemple, aussi, il y a 2 semaines, j'étais en Camargue sur un projet de gestion du littoral, gestion intégrée du trait de côte, ça s'appelle. Donc ça, c'est super, et surtout qu'on est dans une région magnifique. Ouais. Voilà, je place ça. Donc super. Ensuite, je vais faire du travail, parce qu'il n'y a pas que du relationnel, il y a aussi du travail en autonomie. Et moi, j'ai besoin d'un petit temps de concentration, et vraiment pour faire... Il y a beaucoup de synthèse et de rédaction. Ouais. Et par exemple, faire des diagnostics, des états des lieux de tous les enjeux climatiques dans la région. Ça, c'est important à faire avant de se lancer tête baissée dans ce qu'on a à faire. Donc, c'est vraiment où mettre nos solutions fondées sur la nature. Il y a un travail en autonomie à faire aussi. Et en même temps, du relationnel. C'est ça qui est bien. Quand tu dois travailler avec tes collaborateurs, tes homologues dans les autres régions de France, vous utilisez quel canal de communication? Teams. Ah, ok. Ouais. Okay. Teams, et on a aussi l'outil Trello. D'accord. Mais voilà. Ok, c'est intéressant. Ouais. Pour rester sur ta journée type et essayer d'en comprendre un peu comment tu en es arrivé là, est-ce que tu arrives à identifier 2-3 compétences que tu mobilises tous les jours, soit parce que tu t'es formée toute seule, comme tu le disais, en apprenant, soit liées à ta formation, qui sont un peu clés de ton métier? La rédaction. Ouais. La capacité de synthèse, ouais. L'organisation. Il faut être super organisé parce qu'on reçoit tout le temps plein d'informations et il ne faut pas en perdre une, puisque un peu le métier d'animateur, c'est vraiment donner la bonne information au bon moment et à la bonne personne. Ouais. Donc si tu commences à oublier des infos ou que tu as mal rangé tes trucs, galère. Donc l'organisation et puis un peu de relationnel quand même, et surtout être à l'écoute des gens, ce qui est important quand on anime une réunion. Bien sûr. Voilà. Trop cool. Une autre question quand on est dans cette partie-là que j'aime bien aborder avec les pépites, c'est la question du rapport à l'argent quand on est jeune, qu'on s'insère sur le marché professionnel, d'autant plus dans le marché professionnel de la transition écologique, voire engagée. On a des aspirations très fortes pour notre métier en général et les valeurs qu'on porte, ce qui veut parfois dire qu'on n'est pas forcément très bien rémunéré. Quel était, toi, en rentrant sur le marché du travail, ton rapport à la rémunération? Quelles étaient tes attentes et comment tu le gères dans ta vie? Eh bien, comme tu viens de dire, moi j'avais beaucoup d'aspirations sur le sens du métier, etc. Et l'argent, je n'avais pas du tout fait gaffe vraiment à combien j'allais gagner. En plus, j'ai la chance aussi d'être aidée aussi un peu par mes parents. Et donc ça, tout le monde n'a peut-être pas cette chance-là. Mais pour moi, c'est pas ce qui est le plus important. Est-ce que tu dirais qu'en vivant à Aix aussi, peut-être le coût de la vie est moins cher que quand tu étais parisienne? Ouais, c'est un peu moins cher. Après, là, j'ai mon loyer parce qu'à Paris, j'étais chez mes parents. Oui. Mais non, mais ouais, en plus, c'est mon premier emploi, donc je ne pensais pas demander non plus une somme énorme puisque je ne me sentais pas totalement formée et que j'apprends encore plein de choses tous les jours. Et puis voilà, du moment que ça m'intéresse, surtout quand j'en suis au début de ma carrière, je n'ai pas besoin de gagner des 100 et des 1000. Est-ce que tu as l'impression qu'en ne gagnant pas peut-être autant que d'autres amis ou collègues de promo, tu dois faire des concessions, des restrictions sur ta vie? Non. 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 Après, je mène pas une vie de luxe non plus. Mais non, tout va très bien pour moi. Ok. Et puis, on peut dire combien je gagne peut-être? Ouais. Donc moi, je suis en catégorie A, mais sans expérience. Ça me fait 2051 brut par mois, ce qui fait à peu près 1600 €. Net. Mais net, touches. voilà, c'est ça. Mais moi, je m'en fiche complètement. Ouais. Pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes que tu voudrais dire sur ton travail, par exemple ce que tu aimes dans ton travail ou des choses qu'on a oublié de dire sur vraiment le cadre du boulot en particulier avant qu'on passe sur la partie où on discute de la biodiversité? Alors, ce que j'aime dans mon travail, comme je l'ai dit, j'apprends des nouvelles choses tous les jours et je suis autonome et en même temps, je discute avec des gens. Mes collègues, c'est tous des passionnés, donc ça aussi, j'adore. Puisque je pense que quand on travaille dans la biodiversité, c'est vraiment un sujet intéressant. Et c'est pas que les petites fleurs et les papillons. C'est beaucoup plus global. C'est l'air qu'on respire, c'est protéger la mer dans laquelle on va se baigner tous les dimanches à La Ciotat.
Donc c'est vraiment très global et je ne comprends pas comment on peut ne pas s'intéresser au milieu dans lequel on évolue. Merci beaucoup. Je te propose qu'on passe à notre partie 3. Et en fait, tu as touché du doigt quelque chose qu'on n'a pas fait encore. Et là, c'est mauvais travail de journaliste. On n'a pas défini la biodiversité. Donc, je te propose que dans notre partie 3, on aille vraiment explorer qu'est-ce que c'est que cette biodiversité, quels sont les enjeux à 360 degrés et essayer de le rendre compréhensible aux gens qui nous regardent. Ça te va? Ouais. Ok, go. Bon, est-ce qu'on ne peut pas commencer par le commencement? C'est quoi la biodiversité? Alors, la biodiversité, c'est la diversité du vivant. D'accord. Donc, il y a 3 échelles. Il y a la diversité génétique, il y a la diversité entre espèces et la diversité des écosystèmes, si je ne me trompe pas, et les interactions entre toutes ces échelles. Et l'homme est aussi dans la biodiversité, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Voilà, en gros, donc c'est les espèces et leurs habitats. Ok. Puisque on ne peut pas protéger que les tortues. Si les tortues n'ont plus d'habitat, comme ce qui s'est passé d'ailleurs malheureusement dans la réserve du massif des Morts, où il y a eu un incendie énorme il n'y a même pas 2 jours, qui a ravagé 8000 hectares. Et donc, c'est une catastrophe écologique pour les tortues, etc. Et parce qu'aussi leur habitat a disparu. Donc, c'est toute cette interaction, toute cette richesse. Si on reste sur ce fait d'actualité qui est un peu dur à décrypter en termes d'impact, on voit évidemment que c'est une catastrophe. On pense aux arbres et aux animaux qui habitent dans ces forêts. Ça veut dire quoi concrètement un incendie comme ça, d'autant d'hectares en termes de nature à l'échelle locale et à l'échelle plus globale? C'est une catastrophe parce que déjà ça met bien en exergue le lien entre la biodiversité et le climat, puisque là c'est donc des milliers d'hectares qui ont brûlé, donc ça a rejeté du CO2. Ouais. Ce CO2 accentue encore le réchauffement climatique. Ouais. Le réchauffement climatique, il va donner plus de sécheresse, des plus longues, plus intenses, et qui dit sécheresse, plus d'incendies encore. Okay. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Après attention, les incendies, 90% des incendies, ils sont causés par pas de malveillance, mais c'est un départ de feu qui est d'origine humaine. Oui. Donc il faut déjà sensibiliser la population. Et ensuite, on peut essayer de trouver des solutions fondées sur la nature, par exemple un peuplement forestier diversifié en termes d'essence, puisque diversification égale plus de résilience. Et aussi maintenir des chemins ouverts pour faire des zones tampons, pour ralentir les incendies, par exemple avec les bêtes qui pâturent, le sylvopastoralisme. Mais c'est pas dangereux de mettre des bêtes qui pâturent quand il n'y a pas d'incendie? Oui. Ouais. En fait, c'est ce que fait le parc des Alpilles. Ouais. Donc, ils définissent des chemins où les bêtes vont ouvrir un peu et ça va cloisonner les massifs. Ce qui freine s'il y a un feu qui se lance. La propagation. D'accord. C'est ça. Après, et l'essence, c'est quoi la différence d'avoir différentes essences dans une forêt? Ça va faire que peut-être une va brûler plus qu'une autre et du coup... Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Après, il faut les forêts, les feux, c'est un peu inhérent au régime de forêt méditerranéenne. Enfin, les espèces de Méditerranée, elles sont habituées au feu. Ouais. Mais avec le changement climatique, c'est trop. En fait, les feux, ils seront trop récurrents. Et donc, à un moment, les espèces, elles ont un seuil, elles ne pourront plus s'adapter. J'ai une autre question parce qu'en fait, je voulais revenir sur le terme que j'ai écrit, solution d'adaptation fondée sur la nature. On a ces enjeux de changement climatique, d'effondrement de la biodiversité, d'érosion de la biodiversité. Et il existe des solutions d'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter, en fait? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'adapter plutôt que lutter contre le réchauffement climatique? On s'adapte parce que déjà les conséquences du changement climatique, elles sont déjà là, on les voit. On les subit tous les jours puisqu'il y a eu encore un pic de chaleur de 42 degrés là à Marseille. Ouais. Il y a eu des inondations, pour rester dans l'actualité, dès que j'ai pris mon poste à l'OFB, il y a eu des énormes inondations dans les Alpes-Maritimes. Et ça, c'est un événement exceptionnel, mais qui risque de devenir de moins en moins exceptionnel. Okay. Malheureusement. Donc, on touche déjà du doigt les impacts du changement climatique. Voilà. Et donc, soit on résiste. Ok. Donc, la résistance, ce serait quoi? Ce serait mettre plus de climatisation dans les villes. Ouais. Sauf que la clim, ça émet des gaz à effet de serre. Ouais. Et ainsi de suite. Okay. Ce serait par exemple aussi construire des digues plus grosses pour éviter les inondations. Donc, pas de digues. Enfin, ça fait partie des solutions de résistance. Ouais, après, attention, des fois, il n'y a pas le choix. Hein. Quand il y a des habitations qui vont être submergées, on ne peut pas raser tout et dire aux populations, c'est votre faute, vous avez qu'à vous installer ailleurs. Bien sûr. Donc, mais le tout, c'est de rationaliser l'usage des digues et que ça ne soit pas un recours, ça ne soit pas un réflexe. Ouais. Puisque c'est très cher
et qu'il y a d'autres solutions surtout Ok. qui existent. Donc l'adaptation, c'est se dire, c'est là, maintenant, on s'adapte, on est une espèce qui s'adapte et on s'inspire de la nature, fondée sur la nature, ça veut dire quoi? Exactement. Fondé sur la nature et en fait, on utilise les services que nous rend la nature. Ok. Voilà, en termes de, justement, de prévention des crues, de stockage de l'eau pour les inondations et de rafraîchissement, les arbres. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que l'adaptation va de pair avec l'atténuation. D'accord. L'atténuation du changement climatique, c'est essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notamment en réduisant notre consommation. Mais voilà, les deux vont de pair. D'accord. Et sur les enjeux de la biodiversité, c'est de mon côté, par exemple, j'aime bien dire aux gens, en fait, ce que je fais, mon engagement pour les pépites vertes et pour la planète, c'est pas pour sauver les pandas, c'est pour continuer à pouvoir boire des bières avec mes amis et profiter du monde tel qu'il existe, parce qu'en fait, ces enjeux-là ne touchent pas uniquement d'autres espèces, elles touchent aussi directement les espèces humaines, et il y a déjà évidemment plein de populations dans le monde qui souffrent directement des conséquences du changement climatique. C'est un discours que moi, j'ai fait grandir au fur et à mesure parce que je me rendais compte que de parler des pandas, en fait, ça ne marchait pas. Les gens se sentaient trop loin. Est-ce que c'est symptomatique de la manière dont on a approché la biodiversité, les enjeux de la biodiversité dans la sphère publique en général sur les 10-15 dernières années? Oui, alors c'est vrai que le discours sur la biodiversité, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas du tout nouveau, mais avant, on l'avait sous l'angle de la biodiversité s'érode, il n'y a plus de papillons, mais on ne voyait pas forcément en quoi ça allait nous toucher. Ouais. Et donc, ils ont décidé, à partir de 2005, je dirais, dans les début des années 2000, de faire un discours un peu plus positif en mettant en lumière les liens de dépendance qui nous relient avec la biodiversité, en disant que la biodiversité, elle nous rend des services gratuits, et donc s'il n'y en a plus, nous, on va être dans la merde. Et c'est l'OMS qui, pendant le Covid, a conceptualisé aussi, ou je pense que c'est un concept qui a depuis longtemps, mais qui est revenu sur le One Health, c'est le fait que la santé de la planète, la santé animale et la santé humaine sont complètement intercorrélées, et que se battre pour une des santé, c'est se battre pour les autres, quoi. Dernière question, du coup, sur ce rapport entre climat, réchauffement climatique, changement climatique, il y a plein de mots liés du coup au carbone, etc. Et biodiversité. Quel est le rapport entre les deux? On a vu qu'il y avait un cercle vicieux, mais concrètement, comment ça s'adresse à l'OFB? En fait, le changement climatique, c'est qu'un accélérateur, il accélère les pressions qui sont déjà existantes et très nombreuses sur la biodiversité. Ouais. Et mes collègues, eux, ils essayent tous les jours de réduire ces pressions, comme par exemple, la première des pressions, c'est l'urbanisation, le changement d'usage des sols qui vont fragmenter la biodiversité. Et donc ça, ils essayent d'arrêter les chantiers illégaux, les remblaiements de zones humides, par exemple. Et ça se fait comment quand tu dis mes collègues? Tu parles de la police de l'environnement? Ouais, là, je parle plus de la police de l'environnement qui va faire des procès, qui vont dresser des procès-verbaux pour des chantiers qui sont faits sur les zones humides hors de la loi sur l'eau. Ouais. Après, je ne sais pas exactement comment ils font vraiment dans le détail. Ouais. Mais en tout cas, il y a beaucoup de facteurs responsables de l'érosion de la biodiversité. Oui, c'est ça. L'être humain, en général, est quand même pas mal à l'origine. Exactement. Okay. Ouais. Voilà, tout est dit. Spoiler. Quand, en fait, en détruisant la biodiversité, il s'autodétruit. C'est notre assurance vie, comme dirait Nicolas Hulot, je crois. Ok. Voilà. Nicolas, si vous nous regardez, on vous cite. Merci beaucoup pour cette ouverture sur cette troisième partie. J'espère que ça aura aidé certains d'entre vous à décrypter un petit peu mieux les enjeux de la biodiversité, qu'on a réduit en biodiv parce que c'est ce qu'on lit dans le milieu. Pardon pour les abréviations. La dernière question est une question pour Solène de 18 ans, enfin non, pour Solène de 24 ans, qui a la chance, grâce à une baguette magique, de retourner voir Solène de 18 ans et de lui donner un conseil, une chose à lui dire dans l'oreille, en secret, avant qu'elle passe le bac ou juste après. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, continue. Ouais. C'est bien parce que vraiment, tu vas trouver ton âme sœur de job. Ok.
Donc Voilà. Solène de 18 ans, si tu nous entends. Voilà, te fais pas de bile. Merci beaucoup pour ce temps. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé l'épisode. Et puis à très vite pour de nouvelles pépites, de nouveaux parcours et de nouveaux métiers à découvrir. Une petite conclusion en vous disant que oui, que vous soyez lycéen, étudiant ou en recherche de votre job, à quel que soit le moment de votre parcours, c'est possible de trouver un métier qui corresponde à ses valeurs. Et aujourd'hui, on a encore eu la preuve. Donc voilà, merci beaucoup et à très vite. Merci.